Tous les hôpitaux modernes ont une caractéristique commune, la vie y se déroule à un rythme spécial. Malgré la stérilité des intérieurs, l'environnement change constamment, 24 heures sur 24. Du point de vue d'un observateur extérieur, ce mouvement intense peut sembler similaire à un mouvement brownien, mais à y regarder de plus près, même quelqu'un éloigné du domaine médical comprendrait la précision de l'algorithme de la vie hospitalière. David Gilbert, en entrant dans sa clinique habituelle, se sentait tout de suite chez lui. Il avait consacré plus de 20 ans à sa profession bien-aimée et savait parfaitement comment fonctionnait ce mécanisme complexe appelé « clinique multidisciplinaire ». Il était très fier d'être l'un des maillons de ce système. Le docteur Gilbert aimait aussi philosopher sur sa mission dans ce monde agité. Parmi ses collègues, il répétait souvent : « Notre mission est d'accueillir une nouvelle vie, et c'est magnifique. Quand vous tenez un petit être humain dans vos mains, vous avez l'impression d'être, sinon un dieu, alors au moins leur représentant spécial sur Terre. C'est un sentiment incomparable. » Ce matin-là, David réfléchissait également à ce sujet car une opération sérieuse pour sauver une autre jeune vie l'attendait. Il s'était déjà dirigé vers la salle d'opération quand la silhouette imposante de l'infirmière principale Barbara est apparue inopinément sur son chemin. « David, attends un moment. L'opération devra être reportée. Le chef a besoin de toi. » Une telle adresse informelle de la part de quelqu'un de rang inférieur aurait pu être interprétée comme une violation de l'éthique médicale, mais dans la clinique Lifeline, de telles exceptions étaient autorisées dans des cas extraordinaires. De plus, c'était permis à Barbara, la plus ancienne employée du service. Elle considérait tout le monde comme ses propres enfants et interagissait avec l'ensemble du personnel de cette manière. De manière intéressante, les médecins et les infirmières voyaient en cette femme aimable une seconde mère. Beaucoup se confiaient à elle, et certains pleuraient même sur son épaule. Et Barbara trouvait toujours les bons mots pour tout le monde. Remarquant que le médecin était perdu dans ses pensées, Barbara répéta son appel, mais cette fois plus fort. « Eh bien, qu'est-ce que tu attends là ? Dépêche-toi au bureau du chef. Il a quelque chose d'urgent pour toi. » Je lui ai dit, nous avons une femme sur la table d'opération, une situation critique, et il exige que Gilbert vienne le voir. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà informé Hélène. Cette nouvelle rassura légèrement le médecin. Elle n'est pas encore partie ? Merci, Barbara. Tu es notre sauveuse en cas de besoin. Oui, sauf qu'au lieu d'un costume de fée, je porte une blouse stérile qui fait fuir non seulement les bactéries, mais aussi les jolis lutins. La femme fit un geste expressif de la main et poursuivit sa route habituelle. David se précipita vers l'ascenseur. Le bureau du chef était un étage plus haut. Il y avait une petite file d'attente dans la salle d'attente, et la secrétaire regarda le nouvel arrivant avec un mécontentement non dissimulé. Elle appuya immédiatement sur le bouton d'appel. « Monsieur James, Gilbert est arrivé. »« D'accord, j'ai compris. » Son expression aigre se transforma instantanément en un sourire servile. « Le chef vous attend, veuillez entrer. » David eut un moment de réflexion où il pensa que cette jeune femme souriante devrait travailler au théâtre plutôt que dans une institution médicale. Seuls les bons acteurs pouvaient changer leur expression aussi rapidement. Monsieur James parlait à quelqu'un au téléphone. Il fit signe au visiteur de s'asseoir et poursuivit sa conversation. « Ne vous inquiétez pas, Kevin, tout sera de la plus haute qualité. Mais même un bon médecin ne peut pas anticiper tous les pièges. Je ne cherche pas d'excuses. » Oui, c'est ça, je comprends. David réalisa que les responsables parlaient aux autorités sanitaires régionales. Le chef raccrocha le téléphone et s'essuya le front avec un mouchoir. Vous, les membres du personnel ordinaire, n'avez aucune idée de l'effort que cela me demande de vous défendre. Mais le plus intéressant, c'est que vous ne l'appréciez même pas, me considérant comme un bureaucrate endurci. Un instant, David eut de la compassion pour cet homme relativement décent avec qui il avait non seulement des liens professionnels, mais aussi familiaux. Après tout, M. James était le père de son épouse, ce qui signifiait qu'il faisait partie du cercle le plus proche de la famille. Cependant, il n'était pas approprié d'aborder de telles questions au travail. Le médecin se contenta donc d'un ton formel et d'une expression de sympathie. « Monsieur James, nous vous apprécions et vous respectons, mais j'aimerais savoir pourquoi vous m'avez appelé en urgence. J'ai un patient en salle d'opération.
Le chef fronça les sourcils. Je comprends votre inquiétude, mais j'ai demandé à Madame Hélène de vous remplacer. Elle s'en chargera. Je ne doute pas que Hélène saura s'en charger, mais la personne a été de garde pendant 24 heures. Ce n'est rien de grave. Ce n'est pas la première fois qu'elle doit enchaîner des quarts de travail. C'est comme ça dans notre profession. Ne vous inquiétez pas. David, on a besoin de votre aide. Je n'ai personne d'autre à assigner, car personne d'autre n'a la langue bien pendue comme vous. Je ne comprends pas, pouvez-vous expliquer plus en détail ? Le chef agita la main avec dédain. Voyez-vous, je suis également soumis à des pressions d'en haut, et maintenant ils ont appelé de l'administration régionale de la santé, exigeant une interview pour la télévision. Et vous savez quel genre de relation j'ai avec ces requins des médias. Donc, Monsieur James, vous annulez la chirurgie pour une interview ? Tout d'abord, personne n'annule rien, et deuxièmement, parfois il faut sacrifier quelque chose pour l'image de notre institution. Donc, tout cela pour le bien du marketing ? Eh bien, à quoi pensiez-vous ? Les conditions du marché l'exigent. Sans cela, comme vous dites, le marketing, nous serons laissés pour compte. Vous croyez que ça m'amuse ? Je suis médecin, je ne devrais pas avoir à m'occuper de ces bêtises. Monsieur James était vraiment contrarié. Il était évident qu'il était profondément troublé. David ressentit à nouveau une vague de pitié pour cet homme pas si jeune que ça. D'accord, je donnerai cette maudite interview. Quand le correspondant sera-t-il là ? Le chef fut ravi. Il est déjà là. Il vous attend dans votre bureau. Et cette jeune femme est plutôt attirante. Assurez-vous simplement de ne pas baisser votre garde. David fixa son patron, incrédule. Vous dites qu'il y a actuellement un étranger dans mon service ? Je sais que c'est une violation du protocole, mais la représentante de la presse a plaidé et imploré d'être autorisée à s'immerger dans l'atmosphère de travail de la maternité. Mais nous pouvons faire une exception, n'est-ce pas ? Non, Monsieur James, nous ne pouvons pas. Je répondrai aux questions, mais elle ne franchira pas la barrière stérile. Je ne vais pas compromettre le protocole simplement parce que quelqu'un le souhaite. La dernière chose dont nous avons besoin, c'est une infection inconnue. En cette matière, je n'ai pas le droit de donner des ordres. Vous êtes le chef, c'est à vous de décider. David sentit ses nerfs se tendre comme des ressorts. Il s'imaginait déjà remettant à leur place cette journaliste inconnue. Rempli de colère, les poings du médecin se serrèrent involontairement, si bien qu'il dut prendre un moment pour reprendre son souffle avant d'entrer dans son bureau. Il s'avéra qu'un groupe entier de personnel de télévision l'attendait. Le caméraman vérifiait négligemment l'équipement, tandis qu'une jeune fille mince dans une blouse ridicule ornée de fleurs surdimensionnées griffonnait quelque chose dans son bloc-notes. Une autre femme plus âgée avec une mallette soignée s'installa sur le canapé. À la vue de cette compagnie, David se retint à grand-peine de prononcer les mots les plus durs. Il appela l'infirmière de service. Pourquoi ne porte-t-il pas de blouse ? Quelle audace est-ce ? La fille au bloc-notes prit la parole en défense de l'infirmière. Ne grondez pas l'infirmière, ce n'est pas de sa faute. Nous avons refusé de porter des blouses. Je dois être filmé en permanence, et le caméraman trouve cela gênant de travailler en blouse. La coupe de la patience déborda, et le médecin se jeta sur les invités non invités. Qui êtes-vous pour donner des ordres ici ? Vous comprenez seulement que c'est une maternité ? Elle a des règlements spécifiques, et tout ce qui est étranger représente un danger pour la vie des mères et des bébés. La jeune fille atteignait à peine l'épaule du médecin. Elle ne s'attendait clairement pas à une telle explosion de colère de sa part et bégaya de peur. Mais je ne savais pas que c'était si sérieux. Nous voulions simplement faire un tournage en direct. N'y pensez même pas. Et est-ce qu'ils ne vous ont pas appris dans votre entreprise que vous deviez étudier les spécificités d'un endroit avant de vous présenter ? La jeune fille s'agitait nerveusement avec le bord de sa blouse avec ses doigts fins, et sa voix tremblait d'anxiété. Oui, on m'a prévenu. Mais je ne pensais pas que c'était si sérieux. J'ai besoin de rassembler du matériel de toute urgence. Des miracles, en effet. Vous voyez, elle en a vraiment besoin. Jeune fille, ceci est un établissement avec des règles spécifiques.
Pendant que David éclairait la journaliste inexpérimentée, l'infirmière apporta des blouses pour toute l'équipe de tournage. La femme à la mallette et le caméraman enfilèrent rapidement les vêtements blancs, et la jeune fille fit de même. Mais ses mains tremblaient de confusion, et elle n'arrivait pas à passer ses bras dans les manches de la tenue de protection. Le médecin se sentit mal à l'aise à cause de son attitude pas très amicale envers l'équipe de télévision. Il décida d'aider la jeune fille, qui était au bord des larmes. Elle accepta volontiers son aide. « Merci, David. Vous voyez, on m'a confié un reportage sérieux pour la première fois. Je voulais que tout se passe au plus haut niveau. Je vous comprends parfaitement. J'ai été jeune et inexpérimentée moi aussi. Ne m'en veuillez pas, mais je tiens à vous donner un conseil précieux. Comment vous appelez-vous ? » La jeune fille hésita et répondit, « Jennifer. » « Enchantée, Jennifer. Donc, mon conseil pour l'avenir est de tout clarifier jusqu'au détail même avant de commencer le travail. Je ne sais pas avec qui vous avez organisé les choses, mais à cause de votre visite inattendue, j'ai dû transférer mon patient à un autre médecin, et il semble que je doive changer mes plans pour toute la journée. Voilà comment une situation désagréable se crée. La journaliste, Jennifer, s'excusa avec apitoiement, presque enfantinement. « Je suis désolée, vraiment désolée. Je ne savais vraiment pas que c'était si sérieux. » David remarqua que les autres membres du groupe étaient restés silencieux pendant la conversation. Son regard ne manqua pas l'expression souriante de la femme à la mallette, tandis que le caméraman continuait à fixer le dehors avec un air indifférent. Le médecin conclut mentalement, « Eh bien. Il semble que les intrigues prévalent même dans le domaine créatif. » Ces deux personnages rusés savaient clairement ce qui se passait et avaient délibérément tendu un piège à la jeune fille. Cependant, il garda ses pensées pour lui et prononça de manière décontractée la phrase commune « au tempora », « au mort », qui signifie « au temps », « aux mœurs » en latin, la langue ancienne encore utilisée en médecine. « Alors, passons aux choses sérieuses, dit-il. » La jeune fille sourit avec joie, montrant des signes d'activité, mais la femme à la mallette resta dans la même position. « Jennifer », Jessica s'adressa à elle, « mettons-nous au travail. Corrigez un peu mon visage, car j'étais un peu nerveuse, et le front et les joues du docteur sont aussi brillants. Ne me pressez pas, jeune fille. Je vois parfaitement bien tout. » David fut frappé par la voix de cette femme. Il eut envie de demander si elle doublait la voix du personnage de la vieille sorcière en studio, mais il se retint à temps. Jessica, comme elle se présenta, ouvrit sa boîte à outils et travailla avec habileté avec différentes brosses et pinceaux. Ensuite, le caméraman trouva un endroit pratique pour le tournage, et Jennifer posa les questions standards. David fut surpris de constater que Jennifer travaillait très professionnellement. Elle ne jeta jamais un coup d'œil à son bloc-notes et posa des questions supplémentaires en cours de route. Les actions compétentes de la journaliste impressionnèrent le médecin, mais il y avait quelque chose de spécial chez cette jeune fille qui lui fit battre le cœur. « Jennifer, pour des raisons évidentes, je ne peux pas vous emmener dans la salle d'accouchement, mais nous pouvons rendre visite ensemble aux mamans heureuses. Je vais simplement informer les infirmières. Au fait, c'est presque l'heure de la tétée, et c'est strictement planifié, alors vous pourrez capturer des scènes très émouvantes. » « Merci, c'est fantastique. » La jeune fille sauta d'excitation sur place. Jessica lui lança un regard désapprobateur. David était sûr qu'elle dénoncerait certainement la jeune fille, mais il se retint d'exprimer cette pensée rebelle à haute voix. L'interview dura presque 2 heures. En disant au revoir aux invités, David vit Hélène sortir de la salle d'opération avec une démarche fatiguée. Elle lui fit signe amicalement. « Tout va bien. » Le médecin ne put résister et se tourna reprochant vers la journaliste. « Pendant que nous parlions, ma collègue a sauvé 2 vies. Ce sont les héros de notre époque, ce sont eux qui devraient être couverts dans le reportage. » 1 minute plus tard, il regretta ce qu'il avait dit. Jennifer sortit son bloc-notes et y griffonna rapidement quelque chose. Jessica la regarda avec un déplaisir non dissimulé. Le caméraman et la maquilleuse se précipitèrent dans la cabine de l'ascenseur, tandis que Jennifer traîna. « David. Je voulais te poser une question, pas pour l'interview, juste personnellement. Pose ta question, je serais heureux d'y répondre si elle ne concerne pas ma vie personnelle. C'est quelque peu lié. Dis-moi,
As-tu toujours voulu devenir médecin, ou rêvais-tu d'une autre profession? Non, cette voie était prédestinée par le destin lui-même. Ma mère a consacré près de 40 ans à la médecine, et je ne pouvais tout simplement pas choisir une autre voie. D'autres questions? Oui. Où as-tu commencé ta pratique médicale? Habituellement, après avoir terminé l'école de médecine, tout le monde est envoyé quelque part loin. J'ai également connu le même sort. J'ai dû travailler pendant 2 ans complets dans une petite ville fascinante avec un nom, Wharton. La jeune fille nommée Jennifer sauta de joie à nouveau. Quel hasard! J'ai de la famille qui habite à Wharton aussi. Es-tu aussi originaire de là-bas? David n'aimait pas que la fille s'intéresse à de tels détails. Il répondit évasivement, non, j'ai juste terminé ma pratique là-bas. Mais c'était il y a longtemps, il y a plus de 20 ans. Honnêtement, j'ai déjà oublié à quoi ressemble la ville. David ressentit une piqûre dans son âme car il se remémorait souvent les premières années de sa carrière professionnelle dans cette petite ville provinciale éloignée. Cette journaliste persévérante avait éveillé quelque chose en lui qu'il avait soigneusement dissimulé toutes ces années. David se considérait toujours comme un habitant de la capitale, bien que son enfance et sa jeunesse aient été passées dans la région de Washington. Cependant, là-bas, tous les enfants se considéraient cool. Le plus grand défi pour la famille de David était financier. En plus de David, il y avait 2 frères cadets dans la famille, et le seul soutien de famille était leur mère. Madame Tiffany travaillait comme sage-femme, et pour subvenir aux besoins de ses garçons, elle disparaissait à l'hôpital pendant des jours. Mais même en travaillant 2 emplois, elle ne pouvait pas couvrir toutes les dépenses nécessaires. Au début, leur père envoyait une pension alimentaire, mais ensuite il a disparu sans laisser de traces. Un jour, David trouva une lettre dans un tiroir avec un étrange cachet, et après l'avoir lue, il réalisa que son père était en prison. Il n'a jamais parlé à personne de ce fait de sa biographie, et quand il a obtenu son passeport, il a pris le nom de jeune fille de sa mère, Gilbert. Cependant, Madame Tiffany, malgré son emploi du temps chargé, était au courant des centres d'intérêt de ses fils car elle essayait de rester informée sur chacun d'eux. Un jour, elle fit une suggestion aux plus âgés. « David, nous avons temporairement besoin d'un employé sanitaire au service des admissions. Tu n'auras à travailler que 2 nuits par semaine. Si tu le souhaites, je peux organiser pour toi de travailler le week-end. Tu pourras gagner un peu d'argent de poche pour toi-même. » Le jeune homme accepta immédiatement. Et après 1 mois, il était tellement investi dans son travail qu'il décida de devenir médecin. Bien que son premier salaire fût modeste, il parvint à acheter un billet pour le concert de son groupe préféré. Il lui restait aussi suffisamment d'argent pour des sucreries pour ses frères cadets et des fleurs pour sa mère. Submergée par l'émotion, Madame Tiffany versa même des larmes. « David, je n'ai même pas remarqué à quel point tu as grandi. Tu gagnes déjà ta propre vie. » s'exclama-t-elle. Enthousiasmé par son premier succès, le jeune homme assura sa mère. « Ce n'est que le début, maman. Je deviendrai certainement médecin et gagnerai bien ma vie. » Madame Tiffany pleura encore plus. « Fils, pour entrer en faculté de médecine, il faut des relations ou des notes excellentes sur ton certificat. Et tu n'as ni l'une ni l'autre, et il n'y a personne pour nous aider. Nos proches sont tous pauvres. » David serra sa mère dans ses bras. « Ne pleure pas, et crois-moi, j'y entrerai. Une dynastie de médecins Gilbert doit émerger. » Madame Tiffany rit. « Je ne suis pas médecin, je suis sage-femme, ce qui est un poste de niveau intermédiaire. » Et pourquoi parles-tu de la famille Gilbert? C'était mon nom de jeune fille avant de me marier. Maman, j'ai décidé de prendre ton nom de jeune fille. Regarde, voici le passeport, expliqua David. Sa mère examina le document, sans voix. Mais, fils, ce n'est pas ainsi que cela doit se passer. En vertu de la loi, les enfants devraient porter le nom de leur père. Maman, tu te trompes. Un enfant a le droit de choisir n'importe lequel des noms de ses parents. J'ai décidé de poursuivre la dynastie Gilbert. Cela sonne bien. Tu as dit que mon grand-père avait aussi des liens avec la médecine. Oui, c'était ambulancier, et ma mère travaillait comme pharmacienne. Tu vois, il s'avère qu'il y a une dynastie. Et ne t'inquiète pas pour mon admission.
J'ai encore le temps d'améliorer mes notes. En général, David n'avait aucun problème avec ses études. Il était considéré comme l'un des meilleurs élèves de son école, mais il n'atteignait toujours pas un certificat excellent. Au cours de l'année restante, il travailla dur et, en fin de compte, obtint un document avec seulement une note de 4. Les enseignants s'étonnaient de sa détermination. Quel gamin intelligent, c'est dommage pour le 4 en mathématiques. Mais David n'en fut pas contrarié. Il était convaincu qu'il serait accepté du premier coup. Peut-être que cette confiance lui donna de la force pendant les examens d'entrée. Quand il vit son nom sur la liste des étudiants, sa nervosité s'apaisa, mais le jeune homme déterminé n'attendait pas d'autres résultats. Pendant ses années d'études, David se consacra également à ses études. Il n'allait pas dans les discothèques et ne sortait même pas avec des filles, bien qu'elles essaient activement de gagner sa faveur. Lorsque ses amis le taquinaient à ce sujet, il répondait avec entrain : « Une fois que j'aurai terminé l'institut, je rattraperai le temps perdu. J'aurai un harem et je consacrerai une semaine entière à une vie insouciante. Mais pour l'instant, des sacrifices doivent être faits pour un avenir radieux, pour faciliter la vie de ma mère. » David travaillait comme aide-soignant à l'hôpital pour gagner de l'argent supplémentaire. Son expérience précédente l'aida beaucoup, et ses collègues plus âgés se moquaient toujours de lui en disant : « Eh bien, l'étudiant, comment as-tu réussi à tout apprendre déjà ? On peut maintenant te confier un scalpel. » Bien que les éloges lui fissent plaisir, il ne les laissa jamais lui monter à la tête. Pendant sa 3e année, il décida de choisir la gynécologie comme spécialisation. Ses camarades de classe féminine se moquèrent de lui en disant : « David, ce n'est pas un métier pour un homme. » Mais David était convaincu que le genre ne déterminait pas le choix de la spécialisation. Après tout, pour les patients, un médecin est un secouriste et un sauveur, que ce soit un homme ou une femme. David était sûr qu'il serait affecté à l'un des hôpitaux de la capitale grâce au processus de placement. Cependant, il envisageait la possibilité que dans le pire des cas, il devrait travailler dans une clinique pendant quelques années. Mais l'étudiant prometteur ne s'attendait jamais à être envoyé dans une ville inconnue appelée Wharton. Lorsqu'il apprit sa malheureuse destinée, il faillit fondre en larmes. Ce qui le surprit le plus, c'est qu'il se retrouva parmi les laissés pour compte, tandis que d'autres camarades qui manquaient les cours et obtenaient de moins bonnes notes que lui aux examens étaient plus chanceux. Ses camarades de classe se moquaient ouvertement de lui, et Thomas Baker, dont le père était responsable d'une clinique, le raillait. « Eh bien, Gilbert, tous les billets ne sont pas gagnants. Parfois, la chance tourne, tu sais. Tu as épuisé ton cerveau pendant tant d'années, et maintenant tu dois aller dans les zones reculées. Mais ne désespère pas, il y a aussi des gens qui vivent dans les provinces. Ils ont même un club de danse avec de la musique d'accordéon et un bain public avec une épicerie. Dis-moi comment tu t'installes, Gilbert. » David ne supportait pas ce gars arrogant, et leur rencontre dégénérait souvent en presque bagarre, avec Thomas jouant toujours le rôle de provocateur. Les camarades de classe évitaient d'offenser Thomas, craignant la haute position du père de Baker. David se retint aussi pendant 6 longues années, mais après avoir reçu son affectation, il oublia toutes les conventions. « Baker, tu célèbres la victoire trop tôt. On ne sait toujours pas où tu te retrouveras dans un an. Tu es bête comme un bûche. Tu as réussi grâce à ton papa, mais c'est dangereux de te laisser approcher des patients parce que ton nom c'est Dr Moore. » Témoins de cette altercation verbale, les badauds se tenaient le ventre de rire. « Bien joué, Gilbert. Il a vraiment démoli Baker. Quel surnom intelligent il a trouvé. » Grâce à David, le surnom « Dr Moore » s'est solidement accroché à Thomas, de sorte qu'on peut dire que David s'est vengé de son ennemi avant de prendre des chemins différents. Il considérait humiliant de servir les 2 années requises en province. Pendant 2 jours, David était dans le brouillard et ne parvenait pas à se résoudre à dire à sa mère qu'il devrait aller à Wharton. Mais il était impossible de cacher quoi que ce soit à Madame Tiffany. « Fils, pourquoi te promènes-tu l'air si abattu ? Les affectations aux villes ont-elles déjà été annoncées ? » David baissa la tête. « Oui, maman, c'est fait. » « Et alors ? » ?»« Rien de bon. Ils m'ont envoyé dans la glorieuse ville de Wharton. » David s'attendait à tout, des larmes, une colère maternelle juste, ou des mots de sympathie. Mais la réaction de Madame Tiffany le surprit complètement.
Elle rayonnait de bonheur. C'est fantastique, mon fils. Il est couramment admis que travailler en province est dégradant, et on y envoie les diplômés les plus médiocres des universités de médecine. Mais comme la vie le montre, c'est dans les zones rurales et les petites villes qu'il est préférable de commencer sa carrière. Après tout, un jeune spécialiste se retrouve immédiatement en première ligne. Il doit assumer des responsabilités et prendre des décisions lui-même, et c'est le plus important pour un médecin. Wharton accueillit le jeune médecin de manière peu amicale. Il pleuvait comme si des seaux d'eau étaient déversés, de sorte qu'il y avait des flaques d'eau partout, ressemblant davantage à des lacs. Au moment où David atteignit l'hôpital local, il était trempé jusqu'aux os, mais ses pertes personnelles étaient insignifiantes par rapport à ce qu'il attendait. Le bâtiment de l'hôpital avait un aspect déprimant, voire effrayant. L'intérieur ne laissait pas non plus une impression agréable. Le linoléum était gonflé, les lits en fer avaient des toiles affaissées, et les meubles étaient cassés. Une femme d'âge moyen effrayée signala au paramédic volontaire qui accepta de le guider. « Monsieur Sam, ils m'ont laissé de garde ici. » « Mais où est passé tout le monde ?» Les yeux de la femme s'élargirent soudainement. « Monsieur Sam, pourquoi posez-vous des questions idiotes ? Les gens sont partis faire de la cueillette de pommes de terre. Mais il pleut à verse. C'est juste la météo en ce moment. Il faisait beau ce matin. » La femme regarda Monsieur Sam comme si elle le voyait pour la première fois. L'homme se sentait mal à l'aise devant le jeune spécialiste et essaya de justifier les actions de ses collègues. « Ne nous jugez pas mal, David. Nous avons une bonne et très amicale équipe. » Oui, j'ai remarqué à quel point elle était amicale. Dites-moi, Monsieur Sam, et en cas d'urgence ? Dieu nous en préserve, une hémorragie ou même une crise hypertensive ? Que fera votre gardien à ce moment-là ? Le paramédic rougit, puis se racla la gorge. Nous avons un algorithme spécifique en place en cas d'incident. Madame Andrea appelle le médecin de garde. Waouh, vous avez même un médecin. C'est bien que je ne serai pas seul ici. Le paramédic fit remarquer fièrement, selon le plan de dotation, nous avons 7 postes de médecins, mais seulement la moitié d'entre eux sont pourvus. Ne croyez pas que nous sommes un hôpital arriéré. Nous sommes une institution moderne, simplement sous-financée. Mais cela va changer. Madame Andrea décida de soutenir son collègue. Ne vous inquiétez pas, cher monsieur. Nous avons de bonnes personnes qui travaillent ici, et lorsque cela sera nécessaire, elles se mobiliseront. Je viens toujours à la rescousse. Et quel est votre rôle ici ? David pensait qu'elle travaillait comme infirmière et lui posait une question par pure formalité. Mais à sa grande surprise, la femme secoua fièrement ses boucles et répondit « Je suis médecin adjointe junior ». David sentit sa mâchoire tomber lentement. Il regarda le gêné Monsieur Sam. « Mais vous plaisantez. » Donc, tout le monde est parti faire la cueillette des pommes de terre, et ils ont laissé l'homme de ménage derrière. Madame Andrea prit ombrage du ton du nouveau médecin. « Ne suis-je pas une personne ? Peut-être que je sais plus de choses que vous. J'ai été dans des situations comme celle-ci. Je sais comment poser un plâtre et faire des piqûres si besoin est. Mais que pouvons-nous faire d'autre ? Combien de médecins sont venus travailler dans notre hôpital ? Dites-moi, Monsieur Sam. Eh bien, oui, beaucoup de jeunes et capables, mais aucun d'entre eux n'est resté longtemps. Madame Andrea décida de régler le différend. Et toi, je ne sais pas comment t'appeler, tu disparaîtras probablement toi aussi dans 1 an ou 2. Bien. Je m'en vais. Je vais me nettoyer avant de servir le dîner. La visite de l'hôpital s'est terminée par un passage à la cafétéria. Monsieur Sam a nettement repris du poil de la bête et a loué les cuisiniers de toutes les manières possibles. Nos filles sont tellement douées qu'elles pourraient cuisiner une soupe avec une hache, comme dans un conte de fées. Un personnel précieux. Et toi, David, souviens-toi que c'est de ton devoir de faire un échantillon. La cafétéria était située dans un coin éloigné du terrain de l'hôpital. Au début, David pensait que c'était un garage ou un entrepôt, mais lorsqu'il a réalisé que la nourriture était préparée dans le bâtiment bas au mur couvert de mousse, il n'a pas pu s'empêcher de s'exclamer. « Dites-moi, cher monsieur Sam, des films de guerre ont-ils été tournés dans ces environs par hasard ?» Le guide de l'hôpital a été offensé. « Et alors ?
Nous avons un hôpital normal ici. Et nous devrions être reconnaissants pour cela. Dans le district voisin, leur bâtiment s'est complètement effondré. Maintenant, ils nous amènent leurs patients et leur future mère. Même comme ça. Je ne pensais pas qu'il puisse y avoir pire que cette vue pitoyable. Monsieur Sam s'est senti encore plus offensé. Sais-tu qui travaille ici? De vrais chirurgiens. Des professionnels de haut niveau. Ils ont effectué ici des opérations qu'ils ne feraient pas dans la clinique de la capitale. Et si tu n'aimes pas ça ici, tu es libre de partir. Nous ne retenons personne. David a réalisé qu'il avait blessé le paramédic âgé, qui avait passé toute sa vie à travailler dans cet hôpital. Il s'est excusé profusément, puis il a pris les clés de l'appartement du personnel et s'est dirigé vers le bâtiment en bois que M. Sam lui avait indiqué. Weirton avait encore plus de surprises en réserve pour le jeune médecin. Le bâtiment en bois s'est avéré être un dortoir familial. La chambre où David était censé vivre lui a également causé une grande déception. La seule chose qui l'a satisfait, c'était l'eau chaude et la salle de bain. Avant qu'il puisse bien examiner son environnement, quelqu'un a frappé à la porte. Oui, entrez. Le jeune homme s'attendait à voir n'importe qui sauf une jolie fille. Bonjour, félicitations pour votre installation. Je suis votre voisine, Samantha. La fille a tendu confiante sa main. David a été momentanément pris au dépourvu. Et je suis David. Je suis arrivé aujourd'hui pour servir dans l'établissement médical local. Je dois admettre que je n'arrive toujours pas à me remettre du choc. Rien de surprenant. J'étais dans le même état pendant longtemps, mais ensuite je suis habitué. Merci d'avoir fourni un logement, sinon j'aurais dû errer à la recherche d'appartements à louer. Serions-nous, par hasard, collègues? Par pur hasard, oui. Je travaille ici depuis seulement quelques mois. Ils m'ont envoyé dans ce trou juste après l'université. Vous ne me croirez pas, mais j'ai pleuré pendant une semaine entière, j'ai même eu de mauvaises pensées, rit Samantha. Je plaisante. Dans cette charmante ville, seules des pensées sombres viennent à l'esprit. Bien sûr, on s'habitue à tout, mais je n'ai pas l'intention de rester ici longtemps. Je vais remplir mes obligations et chercher un endroit meilleur. Les malheureux voisins ont passé toute la soirée ensemble. Samantha a nourri le nouveau médecin arrivé d'une délicieuse soupe. Comme les jeunes venaient de se rencontrer, ils ont décidé de sceller leur connaissance avec une bouteille de champagne. Le soir, Samantha a suggéré, peut-être devrions-nous faire une petite promenade avant d'aller au lit. J'ai du service le matin, et je n'arrive tout simplement pas à m'habituer à ce nouvel endroit, je dors mal. Étant un gentilhomme galant, David a proposé d'accompagner la jeune fille. Le temps était clément, et seules les énormes flaques d'eau leur rappelaient la pluie récente. Les rues étaient calmes et désertes. Seuls quelques couples marchaient bras dessus bras dessous le long des allées du parc. David se sentait à l'aise en compagnie de cette fille. Samantha, as-tu déjà eu l'impression que nous nous étions déjà rencontrés? Un peu. Mais les scientifiques expliquent ce phénomène par le fait que les personnes ont le même type psychologique. Samantha, tu as brisé impitoyablement mes fantasmes tout à l'heure. J'étais déjà plongée dans des rêves romantiques, et toi? Je suis réaliste, voire pragmatique. Vous connaissez la célèbre phrase sur la façon dont une personne doit vivre sa vie? Pour éviter la douleur? Eh bien, oui, pour éviter la douleur et le regret de perdre son temps en vain. C'est pourquoi j'ai tout planifié pour les prochaines années. Je vais remplir mes obligations ici, trouver un bon emploi en ville, et peut-être continuer mon éducation. Et pour le mariage? Toutes les filles rêvent d'un mariage. Samantha a ri. Cet élément est également sur ma liste, mais je ne vais certainement pas me précipiter sur la première personne que je rencontre. Je m'excuse pour la question personnelle, mais quel genre de candidats seront considérés? Seulement les prometteurs. Cela peut sembler direct, mais je n'ai pas besoin d'un simple gars qui travaille à une machine ou derrière un volant pour un maigre salaire. Je vois. Tu rêves, comme beaucoup de filles, de te marier avec quelqu'un de fortuné. De nos jours, on les appelle des oligarques, non? Non, je n'ai pas l'intention de trouver un porte-monnaie ambulant, mais la stabilité financière ne fait jamais de mal. Et le plus important, je rêve de rencontrer une personne qui a du succès,
un bon travail, sa propre maison et des bases solides. Tu ne t'ennuieras pas alors? Pourquoi m'ennuierais-je? Suivant ton exemple, Samantha, je vais consulter des psychologues. Ils prétendent que lorsqu'une personne vit dans l'abondance totale, elle commence à s'ennuyer terriblement. Je suis sûre de ne pas m'ennuyer. Ils se sont promenés presque jusqu'à minuit. En rentrant au dortoir, David a remarqué la silhouette d'un homme. Samantha a dit d'un air désapprobateur. Peter encore. Il est tellement agaçant. David sourit. Ton admirateur? Quelque chose comme ça. Il ne me laisse pas tranquille. Je ne sais plus où me cacher de lui. Le gars remarqua le couple qui approchait et s'agita immédiatement. Samantha, c'est qui ce crétin? Peter, surveille ton langage. Il n'est pas un crétin, c'est notre nouveau médecin de Washington. Oh, donc tu es bien avec le petit ami de la capitale, et tu te fiches de Peter. Samantha voulut dire quelque chose, mais David la coupa. Il était beaucoup plus fort et plus grand que Peter et le souleva habilement du sol. Écoute, jeune homme, si j'entends encore un mot grossier envers mon voisin et collègue, alors. Le gars se libéra. Alors quoi? Eh bien, rien de spécial. Je te ferai une lavement avec des clous. Samantha éclata de rire, et Peter semblait déconcerté. Comment est-ce même possible, avec des clous? Est-ce qu'il y a de tels lavements? Il y en a, ils sont faits à des fins préventives. Peter s'éloigna de la scène de la confrontation, mais revint immédiatement. Écoute, docteur. C'est ma petite amie. Si je te vois près d'elle encore une fois, fais attention à toi. Et je me fiche de tes astuces médicales comme les lavements avec des clous. Cette soirée est restée mémorable pour David pour le reste de sa vie. Elle est également devenue significative pour Samantha. Après son service, elle se dépêcha de rentrer chez elle et attendait le retour de son voisin le soir. Le pauvre Peter souffrait d'un amour non partagé seul sur un banc près du dortoir. David se sentit désolé pour le gars, et un jour, il dit: Samantha, es-tu sûre que tout dans ta vie se déroulera selon un plan prédéterminé? Ne penses-tu pas qu'il viendra un jour où tu regretteras d'avoir rejeté ce gars? Tout est possible, mais je ne le vois pas à mes côtés. Tu te trompes à son sujet. Au début, Peter me semblait être un gars malchanceux, mais il s'est avéré être un vrai héros. De quoi parles-tu? Il s'agit de la façon dont il a risqué sa vie pour sauver son camarade. Il y a eu un accident dans leur atelier, et une personne a failli être écrasée par une dalle. Et Peter a réagi. Il a été blessé lui-même, mais il a réussi à sauver son ami de la mort imminente. La fille regarda David avec surprise. Où as-tu obtenu cette information? De notre hôpital, bien sûr. Ils ont amené ton Peter pendant mon service. Tu sais que chaque médecin ici est un touche-à-tout. J'ai dû agir comme un chirurgien hier. Eh bien, je l'ai un peu soigné. En bref, je l'ai admis à l'unité. Peut-être aimerais-tu lui rendre visite et faire plaisir au gars. Les voisins ne se sont pas croisés pendant longtemps car leurs horaires de travail ne coïncidaient pas. Ce n'est que 3 semaines plus tard que David rencontra Samantha face à face dans la cuisine. La fille était ravie de la rencontre. Écoute, Gilbert, nous vivons dans le même appartement, mais nous ne nous sommes pas vus depuis des semaines. Pour l'amitié, me laisserais-tu rejoindre ton service? J'ai entendu dire que quelqu'un partait en congé maternité. Eh bien, oui, mais tu vois, Samantha, tout se résume au manque de personnel, donc nous devons combiner des rôles. Par exemple, j'ai appris presque toutes les spécialités connexes en quelques mois. Mais peux-tu remplacer une sage-femme? Oh, je suppose que je ne suis pas prête pour ça encore. Je peux naviguer dans la salle d'opération les yeux fermés, mais accoucher est une énorme responsabilité. C'est toujours le cas. Juste quand vous commencez à essayer de recruter de nouveaux employés, cela échoue. J'explore également d'autres options pour sortir d'ici le plus tôt possible. En ce qui me concerne, je ne sais toujours pas. Samantha, tes plans ont-ils changé, par hasard? La fille devint confuse, et un rougissement apparut sur son visage. Ils ont un peu changé. Grâce à toi, je ne ferai pas de vœux pour l'instant, mais peut-être je t'inviterai bientôt à un mariage. Intéressant.
Et qui est le chanceux? Pourrait-il s'agir du grossier Peter? David la regarda malicieusement mais ne put s'empêcher d'éclater de rire. Samantha avait l'air très embarrassée. Tu as vu juste. Mais en fait, c'est un bon gars, et ses parents sont très gentils. D'ailleurs, la mère de Peter est enseignante, et il est si rustre. Ce déséquilibre, Samantha, est expliqué par tes psychologues préférés. Ils estiment que les complexes de l'enfance sont à blâmer pour tout. Quoi qu'il en soit, je suis très content pour toi. Dépêche-toi juste avec le mariage, car je pars. Une personne a promis de me sortir de ce marécage appelé Werton, et tu sais que c'est ce que je veux plus que tout au monde. David ne mentait pas à sa voisine. La perspective de retourner dans la capitale existait. Après avoir travaillé plusieurs mois sans interruption, le jeune médecin décida de rendre visite à sa mère lorsqu'il eut accumulé beaucoup de temps libre. Dans le train, il rencontra par hasard Thomas Baker. Thomas fut ravi de cette rencontre inattendue. « Gilbert, qu'est-ce qui t'amène ici? Honnêtement, je suis vraiment content de te voir, et j'admets que je t'ai traité injustement. Tu sais, une personne peut devenir plus sage en un an. Mais dis-moi, comment se passent les choses dans ton Thomas, à Werton. Tu ne peux même pas imaginer à quel point c'est un trou. Endurer une dévastation totale est encore gérable, mais quand on n'a même pas les nécessités de base pour travailler, on a envie de pleurer. J'ai l'impression que là-bas, personne n'a même entendu parler de la médecine moderne. Oui, c'est la situation partout. Bien sûr, c'est un peu plus facile dans la capitale, mais il faut toujours se battre pour tout. Même pour de simples bandages. Mon père rentre du travail chaque jour complètement frustré. Il a été promu au poste de chef maintenant. Eh bien, pour un tel poste, ça vaut la peine d'endurer. Et ta sœur? David a même fréquenté Gloria Baker pendant un certain temps dans leur jeunesse, mais ensuite la fille a trouvé un prétendant plus riche pour elle. Thomas se gratta la tête. Gloria, comme d'habitude, attend son prince. Mais n'a-t-elle pas de fiancé? Il semblait même qu'elle avait quelqu'un qui pourrait passer pour un prince. Il y en avait un, mais il est parti aux États-Unis. Ma sœur a beaucoup souffert parce qu'il ne l'a pas emmenée avec lui. Maintenant, elle est de retour à la recherche. Au fait, tu pourrais essayer de renouer ta relation avec elle. Désolé, Thomas, mais cela ne vaut pas la peine de retourner sur ses pas. Je pense que tu seras d'accord avec moi sur cette question. Je suis complètement d'accord avec toi. Et ma sœur n'est pas exactement un prix. Personnellement, je courrais environ 10 kilomètres sans me retourner si je devais vivre sous le même toit que quelqu'un comme Gloria. Ils ont discuté un peu plus, se remémorant des moments amusants de leur vie d'étudiant. En se disant au revoir, Thomas lui a remis une carte de visite plastifiée. Voici ma carte de visite. Maintenant, tous les gars respectables en ont une. Elle contient toutes les informations de contact. J'espère que tu as réussi à avoir un téléphone portable? Non, je n'en ai vu que sur des photos. De plus, je ne peux pas me permettre une chose aussi chère avec mon salaire. Ne te sous-estime pas. On dit que les médecins sont bien payés dans les zones rurales. Ce ne sont que des paroles, en réalité, c'est des clopinettes. Le salaire du médecin est un peu décent, mais en ce qui concerne les infirmières et les aides-soignants. Ma voisine, une infirmière de salle d'opération, peut travailler les yeux fermés mais a peur de recevoir son salaire. Thomas poussa David. Est-ce que c'est une voisine attirante? Pas mal, mais elle va bientôt se marier. Dommage, sinon je serais venu te rendre visite. Samantha voltigeait dans l'appartement comme un papillon. David regardait ses préparatifs avec un sourire. D'une part, il était heureux pour sa voisine et pour Peter, mais l'idée que Samantha se marie le rendait mélancolique. Il évitait donc soigneusement de se retrouver seul avec elle. Pendant un certain temps, il réussit à le faire. Mais un soir, Samantha frappa à la porte de sa chambre elle-même. « David, ne penses-tu pas que nous devrions avoir une conversation sérieuse ?» Le jeune homme resta silencieux. Il avait peur et attendait cette conversation. Il avait peur parce qu'il ne comprenait pas ses propres sentiments. « Pourquoi es-tu silencieux? Tu comprends que parfois un mot, un geste, peut tout décider. Je ne veux pas commettre une erreur fatale.
Je ne veux pas non plus. Inopinément, Samantha éclata en sanglots. Elle parlait fort et désespérément. Mais pourquoi? Pourquoi supportes-tu tout cela en silence? Pourquoi me laisses-tu avec ce Peter? Il est gentil et très bien. Mais je ne l'aime pas, tu comprends? Chaque nuit, je rêve de toi. Tu ne réalises même pas combien de fois je me suis tenue devant ta porte, en retenant mon souffle, mais j'avais peur que tu me rejettes. Le flot de reproches fut interrompu par un long baiser. Les amoureux perdirent la notion du temps. Ils oublièrent tout dans le monde et s'endormirent étroitement enlacés, se réveillant seulement vers le matin. Samantha fut la première à bondir. Il semble que j'ai trop dormi. David suivit rapidement. Moi aussi, j'ai un devoir à l'hôpital. Samantha admira son torse musclé. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est une tache de naissance, nous avons tous les gars. Mon grand-père en avait une grande, mes frères cadets ont la même marque aussi. Les yeux de Samantha s'illuminèrent à nouveau. Appelons l'hôpital et disons-leur que nous avons contracté la peste et avons besoin de quarantaine. Non, je ne veux pas de peste. Trouvons quelque chose de plus simple. D'accord, alors nous avons des options, varicelle, dysenterie ou rubéole. Samantha. Arrête de me faire peur avec des infections effrayantes, ou je m'enfuirai loin de toi. Ça ne marchera pas. Je te trouverai grâce à ta tache de naissance, je te déterrerai du sol. Dans leur excitation, le couple oublia complètement Peter. Ce n'est qu'à la porte de l'appartement que Samantha se souvint de son fiancé et dit fermement. Il n'y aura pas de mariage. David, ai-je raison? L'homme était déconcerté. Je ne sais pas encore. Tout s'est passé de manière si spontanée. Peut-être que je ne me suis pas exprimée clairement. Il y aura un mariage, mais pas avec Peter. Nous sommes ensemble maintenant, pour toujours, n'est-ce pas? Pour éviter de répondre à la question, David embrassa sa bien-aimée. Cette nuit-là, en revenant de son service, quelqu'un lui sauta dessus par derrière près de l'entrée et le renversa au sol. Par le souffle et les coups qui pleuvaient de tous côtés, le médecin comprit qu'il était attaqué par au moins 3 personnes. Avant de perdre connaissance, il entendit le cri désespéré de Samantha. « Monstre, que faites-vous? Laissez-le tranquille. » Après cela, David s'enfonça dans l'obscurité, où il faisait très sombre, et son corps meurtri était enveloppé de douleur. La première chose que David vit quand il se réveilla était le visage larmoyant de Samantha. « David, mon amour, pardonne-moi. Tout est de ma faute. » Ensuite, le visage de l'officier de police local apparut. « Eh bien, docteur, quelle raclée vous avez eue? Pouvez-vous parler? Qui vous a attaqué? Nous allons rédiger un rapport. » David essaya de parler, mais la douleur le traversa immédiatement. Il murmura doucement. « Pas besoin de faire de rapport. Je me suis fait mal moi-même. » L'officier de police était indigné. « Docteur, réalisez-vous qu'en refusant, vous encouragez les criminels? Je ne vais rien écrire ni signer. C'était tout un accident. » L'officier de police repartit les mains vides, et Samantha ne quitta pas le chevet du médecin pendant plusieurs jours. Elle le nourrissait à la cuillère, essayait de le soutenir de toutes les manières possibles, mais surtout, l'homme apprit d'elle que le mariage avait été annulé. « Nous sommes ensemble maintenant, David, marions-nous? » Mais le médecin resta silencieux. La jeune fille pensait simplement que c'était difficile pour lui de parler. Elle lui posa cette question plusieurs fois, mais il répondait toujours de manière évasive. « Bien sûr, Samantha, nous nous marierons, mais nous devons attendre un peu. Je ne suis pas encore complètement rétablie. De plus, pourquoi as-tu besoin d'un mari aussi inutile? Je pourrais perdre connaissance au moment le plus critique. » Samantha comprenait les plaisanteries et attendait que son bien-aimé fasse un pas important, mais les jours passaient et rien ne changeait. David savait très bien que cela ne pouvait pas durer encore longtemps. Un jour, pendant que Samantha était au travail, il trouva la carte de visite de Thomas et appela son téléphone fixe. Thomas répondit tout de suite. « Heureusement que tu as appelé, Gilbert. Comme on dit, la proie court dans les bras du chasseur, et j'étais sur le point de lancer une recherche pour toi. Il y a une opportunité intéressante à la clinique de mon père.
Écoute, merci. Je ne m'y attendais pas. Mais comment? Je dois régler quelque chose, transmettre mes responsabilités. Gilbert, si tu ne te présentes pas demain, il y aura un autre candidat. Beaucoup de gens s'intéressent à ce poste. Commence en tant que résident pour le moment, et à terme, tu deviendras le chef du service. Alors, ne tarde pas. David se précipita à l'hôpital. Il écrivit une lettre de démission, expliquant l'urgence en raison de la maladie de sa mère. Il se sentait coupable de mentir, mais il n'y avait pas d'autre solution. De retour dans son antre de célibataire, il emballa rapidement ses affaires, espérant échapper à Samantha avant son retour. Cependant, elle revint du travail plus tôt que prévu. En voyant les valises prêtes, la jeune fille comprit tout. « David, comment as-tu pu? Et moi? Que pensais-tu qu'il allait m'arriver? Tout le monde va maintenant me pointer du doigt. » Samantha ne pleurait pas, mais sa voix portait tellement de désespoir et de tristesse que l'homme se sentit mal à l'aise. Il essaya de l'embrasser, et elle enfouit son visage dans son épaule. « Tu m'as promis de m'épouser, et maintenant tu t'enfuis. » Il la caressa doucement dans le dos, comme un enfant. « Samantha, tu dois comprendre, une telle opportunité ne se présente qu'une fois dans la vie. Je ne peux pas t'emmener avec moi maintenant. Je ne connais personne dans la capitale, je devrais chercher un appartement, et ensuite... David, et après ça? Ne suis-je pas digne de toi? » Il baissa les yeux. Le silence plana dans la pièce pendant quelques minutes. Ensuite, le jeune médecin se mit résolument à faire ses valises. « Je suis désolé, je suis pressé. » Il descendit précipitamment et se rendit à la gare. Ce n'est que dans le wagon du train qu'il put enfin reprendre son souffle. Son visage brûlait comme du feu, et son cœur était déchiré par la culpabilité. Le train l'emmenait vers une nouvelle vie, et les roues claquaient tout du long, chuchotant « Tu es un scélérat, un scélérat. » Il lui a fallu plusieurs années pour réaliser que ce jour était devenu le jour le plus sombre de sa honte. Mais David repoussait constamment les pensées intrusives de revenir et de retrouver Samantha. Il essayait d'oublier la fille qui croyait en lui, mais le destin avait cruellement vengé ses actions. À la télévision, une série repassait, et David était assis immobile, fixant l'écran. « David, ça va? » Sa femme lui claqua des doigts devant le visage. Il repoussa brusquement sa main. « Quelle habitude ridicule! Je ne suis pas un lapin pour qu'on teste mes réflexes. Pourquoi te mets-tu dans tous tes états pour rien? Parce que je veux me détendre, et tu me tourmentes avec tes questions incessantes. David! Mais c'est évident, je ne suis pas une inconnue, je suis ta femme légitime. » La femme se figea un instant. « Écoute, Gilbert. Peut-être que tu en as une autre, et j'ai raté ce moment? » David se leva et passa devant sa femme, mais elle le suivit. « J'attends une réponse. Gloria, tu as seulement une chose en tête. Je me souviens que tu ne t'intéressais pas du tout à moi avant. Pourquoi ce changement soudain? Tu sais, Gilbert, la vie est devenue ennuyeuse. Notre fille a grandi, on m'a volé mon chien, alors tu es le seul qui reste. » À ce moment-là, l'homme versait du thé. « Tu t'en sors très bien. Donc, il s'avère que je suis rangé plus bas dans ta liste de priorités que ton chien. » Gloria, d'un ton provocateur, remarqua. « Et tu as des aspirations à quelque chose de plus grand? » La femme se servit du thé et s'installa sur un pouf moelleux. « Avant tout, Gilbert, ce qui me surprend ce n'est pas ta ténacité, mais à quel point les gens deviennent vite ingrats. Te dois-je quelque chose? » Bien sûr. Mon père et mon frère ont joué un rôle dans ta destinée. Si ce n'était pas pour eux, tu te morfondrais toujours à Werton et tu aurais épousé une grosse paysanne de la ferme collective. Gloria, sache simplement que les fermes collectives ont été abolies depuis longtemps. Werton a probablement changé aussi. Et à propos de mon mariage? Tu as toi-même pris la décision, personne ne t'a traîné au bureau d'enregistrement. Alors, tu parles maintenant. Tu te défends. Mais tu étais un jeune homme si modeste quand tu voulais un poste plus lucratif. Arrête. Tu n'as rien à voir avec ça. C'est Monsieur James qui m'a aidé, et en signe de gratitude, je t'ai épousé. Sinon, je serais resté là-bas, plongé dans de vieilles affaires.
Pour éviter d'aggraver davantage l'atmosphère déjà tendue, David enfila son manteau et ferma les portes de la résidence de campagne derrière lui. Gloria n'aimait pas le tumulte de la ville et préférait passer l'été et l'automne dans le village huppé. Bien que David apprécie également la vie tranquille, il devait passer plusieurs heures à aller-retour au travail chaque jour. Après la dispute avec sa femme, il décida également de prendre l'air. Poussé par une voix intérieure, il se dirigea vers la gare. Dans l'horaire des trains, il trouva un nom familier et demanda à la guichetière. « Comment puis-je me rendre à Werton ? Il y a des trains directs. » La jeune fille le regarda étrangement, comme s'il demandait non pas pour une ville provinciale américaine, mais pour une île dans l'océan Pacifique. « Notre horaire n'a pas changé depuis de nombreuses années, donc toutes les informations sont exactes. » L'homme comprit que le mécontentement de l'employé était dû au fait qu'il la dérangeait. Il ne voulait pas rentrer chez lui, alors il erra dans la ville jusqu'à presque minuit. Gloria ne l'avait même pas appelé. Sa colère envers sa femme ne s'était pas dissipée, et il jura bruyamment. « Eh bien, reste là, femme idiote et inculte. Profite de ta solitude pour la nuit. » Il passa la nuit dans un hôtel, où il put dormir paisiblement. Le matin, oubliant la dispute avec sa femme, il se dirigea vers la clinique. Avant même d'entrer dans le service, la voix de l'infirmière en chef Barbara résonna dans les haut-parleurs. « David, le patron te cherche. »« D'accord, j'arrive. Espérons que je n'aurai pas affaire à des journalistes de télévision cette fois-ci. »« Je ne sais pas, mais Monsieur James est certainement de mauvaise humeur aujourd'hui. »« Merci, notre bonne fée, pour l'avertissement. » Le patron gronda et rugit. « David, que se passe-t-il ? Où es-tu allé errer la nuit ? Pourquoi ces cheveux gris et le diable qui tambourine à tes côtes ? Allez, Monsieur James, comment pouvez-vous dire ça ? J'ai juste passé la nuit à l'hôtel pour éviter de provoquer ma chère femme dans un conflit. Vous devriez lui parler, pas à moi. Ne me dites pas ce que je dois faire, sinon vous vous retrouverez rapidement à la rue. Ne me faites pas peur, Monsieur James, je ne suis pas facilement intimidé. De plus, les temps ont changé. J'ai été invité dans d'autres cliniques auparavant. Donc, le monde ne s'effondrera pas si je ne suis pas là. Regardez comment vous parlez. Posez la lettre de démission sur la table. David répondit avec sarcasme. Ce sera fait, patron. En 5 minutes, il est revenu dans le bureau du patron avec la lettre de démission, que le patron a signée sans même lever les yeux de son bureau. Sors d'ici, comment s'appelle cette petite ville d'où je t'ai sorti ? Werton ? Oui, c'est Werton. Eh bien, alors, pars. Personne n'a le droit de traiter ma fille de cette façon. David se dirigea vers la porte. Il avait l'impression qu'un lourd fardeau avait été levé de ses épaules. Après toutes ces années passées avec Gloria, il savait au fond de lui qu'il n'était jamais vraiment devenu un vrai membre de la famille Baker. Et le problème n'était pas qu'il n'était pas accepté, mais plutôt qu'il n'avait lui-même pas particulièrement cherché à s'assimiler. Idéalement, on s'attendait à ce qu'il soit silencieux, obéissant, ne contredise pas Gloria, et fasse tout ce que le père de Gloria lui disait de faire. Mais David n'en avait pas envie. Il avait toujours sa propre opinion, et ni Gloria ni son père n'appréciaient cela du tout. Ils semblaient bien s'entendre au travail, mais seulement parce que Monsieur James devait admettre que David était un bon médecin. Il devait l'admettre, mais ne l'avait jamais dit à voix haute. Vous savez, Monsieur James, je dois vous remercier d'avoir pris nos distances alors que je suis encore en pleine force. Cela signifie que j'aurai toujours un travail et une famille. Mais vous, il est grand temps que vous preniez un repos bien mérité. Vous n'aurez pas de petits-enfants de Gloria, car il est trop tard, et elle ne se mariera même plus, car elle n'est simplement plus nécessaire à personne. Elle n'était pas nécessaire non plus à l'époque. J'ai dû payer le prix de mon désir de changer de poste. Au fait, le prix est très élevé. Monsieur James sauta de sa chaise. Sors d'ici. David renifla et partit. Il se sentait si bien après avoir tout exprimé. Il marcha dans le couloir, voulant siffloter. Bien sûr, à ce moment-là, il tomba sur Barbara. Alors, que s'est-il passé pour que tu souris après avoir vu le patron ? Il fit tourner l'infirmière en chef.
La meilleure chose qui pouvait arriver, Barbara. Elle le regarda avec étonnement. Ont-ils augmenté ton salaire? T'ont-ils promu? David, ne me fais pas attendre, dis-moi. J'ai été licencié. David fit faire un dernier tour à la femme surprise et continua son chemin. Elle le regarda partir. Fou, a trouvé quelque chose pour être content. Licencié. Il semble donc que la vie de couple soit terminée. Elle secoua la tête et se précipita vers le poste des infirmières. De telles nouvelles ne se produisent pas tous les jours. David était en attente d'une conversation avec sa femme. Il savait parfaitement qu'il ne devait rien attendre de bon de cette conversation, mais il était prêt. Quelle déception ce fut pour Gloria d'endurer ces cris pendant à peine 1 heure, voire moins, compte tenu qu'elle les avait supportés pendant tant d'années. Gloria attendait un déroulement totalement différent des événements. Elle était convaincue que son mari reviendrait, implorerait son pardon et la persuaderait de parler à son père. Elle avait déjà préparé une multitude de phrases pour piquer son mari autant que possible, mais quand il rentra à la maison, elle ne vit aucune trace de remords. Gloria s'assit dans le fauteuil et tourna ostensiblement le dos, mais David passa devant elle et prit sa grande valise. Pendant environ 5 minutes, elle le regarda simplement avec étonnement, puis s'approcha de lui. « Que fais-tu ? » ?»« Je fais mes valises. »« Pourquoi ? » ?»« Eh bien, je pensais que tu aurais au moins compris à présent. Je pars, et je le fais avec grand plaisir. » Gloria fut déconcertée. Tout ne se passait pas comme prévu. Pas son plan, mais perdre la face n'était pas une option. « Eh bien, tant mieux, retourne d'où nous t'avons sauvé. » David se tourna vers elle. « Tu sais quoi ? C'est exactement ce que je vais faire. » Gloria était complètement déconcertée. « David !» Mais il prit sa valise et se dirigea vers la sortie. « Je ferai les démarches moi-même. » David n'aurait même pas imaginé que le voyage en train aurait un effet si positif sur son psychisme. Le compartiment était décoré dans un style moderne, et il aimait regarder par la fenêtre les paysages estivaux colorés. Tous les désagréments passaient au second plan. Il ne se souciait plus de son travail à la clinique ni de sa femme folle. On devrait déjeuner. Il prit sa veste et ouvrit la porte du compartiment. À ce moment-là, une jeune femme passa par là. À en juger par sa silhouette, il était facile de deviner qu'elle était enceinte. Avec son œil expert de médecin, il pouvait dire qu'elle accoucherait bientôt. Il avait toujours été contre les voyages des femmes enceintes dans le dernier mois, alors maintenant, voyant la future mère négligente, il ne put s'empêcher de dire à haute voix. « Eh bien, où est-elle pressée, sur le point d'accoucher à tout moment ? Quel genre de mères sont-elles devenues ? » Le soleil inonda le compartiment du train express, si bien que le médecin ne reconnut pas immédiatement le visage de la femme. Mais elle fut la première à le reconnaître. « Docteur Gilbert. Quel hasard ! Tu peux le croire ? J'avais en fait l'intention de rendre visite à ma propre famille, et te voilà. » David fut un peu pris au dépourvu. La journaliste Jennifer n'avait rien à voir avec la jeune fille timide en pull maladroit qu'il avait interviewée. « J'ai aussi besoin de rendre visite à quelqu'un. Et je veux juste faire une pause, j'en ai assez du travail. Moi aussi, je suis épuisée. On me renvoie partout, exigeant ceci et cela. Jennifer par-ci, Jennifer par-là. Au fait, j'étais tellement excédée que j'ai été ravie d'apprendre que j'étais enceinte. En parlant de ta condition, il ne serait pas sage que tu voyages seule. Oh, docteur, ce n'est pas un avion, c'est un train. Rien ne m'arrivera. Permettez-moi une question personnelle, où est ton conjoint ? Donald ? Il est au travail. On ne lui a pas donné de congé. Et tu n'aurais pas dû prendre de risques. David pensa en lui-même, enfantin, je le jure. À haute voix, il dit. Si ma mémoire est bonne, Jennifer ? Oui. Essaie de marcher moins. Quelle est ta date d'accouchement ? Oh, encore 2 semaines entières. Le médecin ne dit rien à la jeune fille, mais pensa en lui-même, il serait bien que les contractions commencent dans quelques jours, et pas plus tôt. L'homme se rendit dans un restaurant où il déjeuna délicieusement. Il fut rejoint par un médecin familier qu'il avait croisé plusieurs fois lors de réunions au département de la santé.
Ils burent un verre de bon vin et discutèrent des problèmes de la médecine moderne. Lorsque la conversation tourna autour du fait que David était actuellement sans emploi, son compagnon fut en fait ravi. « Collègue, tu tombes à pic pour moi. Nous manquons cruellement de personnel. Il n'y a pas un seul spécialiste compétent à la maternité. Voici ma carte de visite. J'attends ton appel. » Après le déjeuner, l'acolyte de David retourna dans son propre wagon, à l'avant du train, tandis que David se dirigea vers le sien. Mais lorsqu'il approcha de son compartiment, il entendit un cri effrayé du chef de train. « Camarade! Y a-t-il un médecin parmi vous? Une femme est en train d'accoucher. » Le médecin se précipita vers le compartiment indiqué par le chef de train. « Es-tu médecin? » « Oui. »« Laissez-moi passer. » « Tu sais, quelque chose ne va pas. J'ai déjà eu affaire avec un accouchement, mais il y a clairement quelque chose qui ne va pas avec cette fille. » « Qu'est-ce qui ne va pas? » ?»« Ne criez pas sur moi. Elle semble consciente, mais elle ne réagit pas. Elle ne répond à aucune question, elle ne crie même pas. Tout le monde crie pendant l'accouchement, je le sais par expérience, mais elle ne crie pas. Peut-être devrions-nous informer le chef de train? Oui, s'il vous plaît, faites-le. Dites-leur d'arrêter le train à la gare la plus proche et d'y avoir une ambulance. Le chef de train s'apprêtait à partir, mais le médecin l'arrêta. Et aussi, s'il vous plaît. Mon collègue est dans le 3e wagon. Pourriez-vous le contacter d'une manière ou d'une autre? Il me sera difficile de gérer cela seul. Bien sûr, docteur. Nous avons une communication par satellite. Nous le contacterons tout de suite. Pendant près de 2 heures, les médecins ne quittèrent pas le côté de la jeune fille. L'acolyte de David dit: « Nous devrions lui faire une césarienne. J'ai peur que nous perdions la mère. Collègues, essayons de nous en occuper nous-mêmes. De plus, nous sommes presque à la gare. » Les passagers discutaient avec anxiété de cette situation inhabituelle. Certains partageaient des exemples de leur propre vie. Enfin, un cri retentit, et tout le monde cria à l'unisson. « Hurrah! Le bébé est né !» Les médecins épuisés furent également soulagés par la résolution réussie de la situation. David demanda à la jeune mère heureuse: « As-tu au moins des couches et des vêtements pour le bébé? » Elle s'affaiblit à cause de l'excitation, mais sourit. « Non, je n'ai rien apporté avec moi. On m'a dit à la consultation que j'avais encore 2 semaines. » Le chef de train trouva une solution. « J'ai des couches et des langes stériles dans ma réserve. Au cas où. Donne-les-moi rapidement. » Le médecin commença à nettoyer le corps du bébé et remarqua une petite tache de naissance sur le sein droit. Ses yeux s'assombrirent immédiatement. « Collègue, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? » Son collègue médecin lui tendit un coton imbibé d'ammoniac. « Respire un coup, ça arrive. Probablement la pression est montée à cause du stress. » « Peut-être. » David regarda le bébé et ne put pas croire ce qui lui arrivait. Et le nouveau-né annonça au monde par un cri retentissant qu'il y avait une personne de plus sur la planète. « C'est un bon garçon, un 8 ou 9 sur l'échelle d'Apgar. » Ce score élevé fut donné au nouveau-né par le collègue de David, qui n'avait aucune idée de ce qui se passait dans l'esprit de David à ce moment-là. 30 minutes plus tard, le train s'arrêta à la gare. Les médecins entrèrent immédiatement dans le wagon, et sur le quai, David vit une ambulance et prit fermement sa veste sur le cintre. Il poursuivrait son voyage plus tard, pour l'instant, il descendrait avec Jennifer. Dans un endroit si reculé, il était incertain qu'il y ait de bons médecins disponibles. Jennifer était déjà allongée sur une civière, et une infirmière emmaillota soigneusement le bébé. « Oh, David, je ne t'ai même pas remercié, » dit Jennifer. « Eh bien, tu l'as fait maintenant, » répondit-il. « Tu n'as aucune idée à quel point je te suis reconnaissante. Je suis si bête. Mais je pensais que je ne pouvais pas attendre. Non, je pensais qu'une fois que le bébé serait né, il s'écoulerait longtemps avant que je puisse revoir ma mère. Alors j'ai décidé de m'absenter quelques jours. Oui, ton comportement était complètement irresponsable. » Jennifer sourit faiblement. « Chaque fois que nous nous rencontrons, tu me grondes comme un enfant. » David réfléchit à ce que Jennifer venait de dire, réalisant qu'elle avait dit la vérité.
Eh bien, c'est ainsi que ça s'est passé. Il devait comprendre ce qui se passait vraiment. La tache de naissance était trop visible pour être une simple coïncidence. David essaya de se rappeler si sa famille avait jamais mentionné Wharton. Et plus il y pensait, plus il réalisait que cela devait être lié à son travail. D'un autre côté, Jennifer et ses proches auraient pu venir dans cette ville d'un endroit complètement différent. Prévois-tu de descendre à cette gare ? La voix de la jeune mère le ramena à la réalité. Oui, j'ai peur qu'ils ne fournissent pas l'aide nécessaire ici. Les yeux de Jennifer s'écarquillèrent. Alors, c'est à cause de moi, n'est-ce pas ? Eh bien, tu pourrais dire que c'est à cause de ton bien-être. Après tout, j'ai aidé à accoucher, alors je dois m'assurer que tout va bien pour toi. Merci beaucoup. J'ai déjà appelé ma famille. Mon mari arrivera dans la soirée. Oh, comme il a crié. Il avait tellement peur. Il a bien fait. Comment aurait-il pu te laisser partir seul ? Jennifer sourit. Eh bien, il ne m'a pas laissé. Il était très contre, mais tu n'écoutes personne. Eh bien, pas toujours. Parfois. Il rit, et Jennifer était vraiment intéressante et amusante. Les ambulanciers attrapèrent la civière. David prit sa valise et les affaires de Jennifer. Il n'y avait pas de maternité dans cet endroit perdu. Il y avait un petit hôpital en bois avec un service pour enfants. Excusez-moi, docteur ? Une femme âgée le regarda, lui rappelant cette même assistante médicale qu'il avait accueillie, jeune médecin, à Wharton. Oui, je suis médecin. Avec qui puis-je parler ? Le docteur Carter est à la polyclinique, il sera bientôt ici. Il fait des consultations et travaille ici en même temps ? Eh bien, puisqu'il est le seul que nous ayons. Nous attendons. Si seulement son fils termine ses études et revient, alors nous aurons 2 médecins à part entière. David ne put s'empêcher de sourire. 2 médecins à part entière. Ce n'est pas comme avoir seulement un Carter. Je vais m'occuper de la femme en travail. Allez-y. Mais enfilez ses surchaussures. La femme lui remit des surchaussures. Il était immédiatement clair qu'il n'était pas le premier propriétaire de ces surchaussures. David grinça des dents. Mais que pouvait-il faire ? Jennifer était allongée près de la fenêtre légèrement ouverte. Il n'y avait personne d'autre dans la salle. Il posa silencieusement les affaires, auxquelles personne à l'hôpital ne prêtait attention, et roula plus loin le lit avec la jeune mère. La fille le regarda timidement. « Vous prenez tellement soin de moi. Je me sens gênée. » Arrêtez. Pour l'instant, vous n'avez pas besoin de penser à autre chose qu'à vous-même et au bébé. Avez-vous choisi un prénom ? Nous n'y avons même pas pensé. Nous déciderons quand mon mari arrivera. Il entendit du bruit dans le couloir et supposa que c'était Carter, et il avait raison. La porte s'ouvrit. Eh bien, qui avons-nous ici ? Carter était exactement comme David l'avait imaginé. De taille moyenne, les cheveux ébouriffés et des yeux très vifs. Et vous devez être le médecin de la ville qui a accouché du bébé. C'est exact. Eh bien, alors, Miranda va faire quelques examens maintenant, et nous pourrons discuter. Ils entrèrent dans le couloir. Le poste d'infirmière était vide. Elle est encore partie quelque part. Nous n'avons même pas de patient, il y a juste quelqu'un qui refuse d'aller à l'hôpital de la ville. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons tout ce dont nous avons besoin ici. Carter parlait en ouvrant les portes des pièces une à une pour chercher Miranda. Enfin, il la repéra dans l'une des pièces. Miranda, une jeune fille absorbée par la lecture d'un livre, fut surprise. « Que se passe-t-il, Carter ?» Il l'imita de manière si amusante que David ne put s'empêcher de sourire. « Où devriez-vous être ? » Eh bien, Carter. Elle hésita en réalisant qu'il y avait un autre médecin avec lui, se leva rapidement et se dirigea vers le poste. Ils la suivirent. D'accord, dans la 6e pièce, il y a une femme qui a accouché avec son bébé. Vous prenez en charge et vous assurez que tout est fait. Et apportez des couvertures et des grenouillères. Ce n'est pas nécessaire. J'y vais maintenant, j'achèterai tout. Je pense que nous pouvons les transférer en ville demain. Eh bien, pour la mère, je comprends,
mais c'est un peu tôt pour le bébé. Je vais me changer et aller passer une visite. Vous venez avec moi? Si c'est bien, alors oui. Étonnamment, Jennifer et le bébé se portaient bien. David sourit. Alors, quand votre mari arrivera-t-il? Jennifer répondit, probablement seulement le soir. Il a décidé d'aller chercher ma mère, et c'est presque un détour de 100 kilomètres. Le cœur de David loupa un battement. Peut-être que le soir, il pourrait découvrir d'où le bébé avait hérité de cette tache de naissance si remarquable. Je me demande si c'est du côté du mari ou du côté de Jennifer? Il ne savait toujours pas comment s'y prendre. Quelle question devait-il poser? Il se rendit au magasin de toute façon. Étrangement, ce village avait 2 magasins, et il parvint à acheter presque tout ce dont il avait besoin dans l'un d'entre eux. Lorsque Jennifer vit toutes les choses qu'il avait apportées, elle battit des mains d'excitation. « Oh, Donald apportera tout. S'il vous plaît, dites-moi combien je vous dois. J'ai de l'argent. Je rembourserai tout. Plus tard, pour l'instant, pensez au lait et nourrissez votre bébé. » Vers le soir, Carter invita David à son bureau. « Vous êtes resté debout toute la journée. Allons prendre une collation. » Ils s'assirent à la table de la salle des médecins. David regarda autour de lui. « On dirait que tu vis ici. » Carter rit. « Tu as presque raison. Comme tu le comprends, je suis le seul médecin ici. Alors, je dois rester occupé. Quand mon fils vivait avec moi, je pouvais au moins m'occuper de certaines choses à la maison, mais maintenant il est parti pour ses études, alors je peux me consacrer pleinement à mon travail. Désolé pour la question personnelle. Et votre femme? Patricia est partie depuis plus de 10 ans. C'est ainsi que ça s'est passé, je soigne les gens, mais je n'ai pas pu guérir ma femme. Je m'excuse. Ce n'est rien. Il venait de finir de dîner lorsque Miranda fit irruption dans le bureau sans frapper. Là, votre patiente est en train d'accoucher, elle est devenue folle. David et Carter sautèrent sur leurs pieds. Ils se précipitèrent dans la salle au moment où Jennifer tentait d'emmitoufler le bébé. Elle tenait à peine debout, en larmes, mais continuait d'emballer le bébé. « Jennifer! Que fais-tu? » David prit le bébé dans ses bras. Jennifer le regarda avec des yeux sauvages. « J'en ai besoin. J'en ai besoin. Tu vois, Donald. Ma mère. Ils ont eu un accident. » Le monde de David s'effondra. « Comment tu le sais? Ils m'ont appelé tout à l'heure. » D'accord, pas de panique. Tu ne sais même pas qui a été blessé et dans quelle mesure. Nous devons tout d'abord tout savoir. Où prévoyais-tu d'aller avec le bébé? Comment peux-tu les aider? Ne rends pas le bébé malade, et vous n'irez pas loin vous-même. Carter voulait dire quelque chose, mais c'est à ce moment-là que Miranda entra précipitamment dans la pièce. Docteur Carter, ils ont amené 2 personnes de l'accident. Ils ont dit de les emmener à l'hôpital le plus proche. Jennifer s'effondra lentement. Ma mère. Donald. Carter regarda David. Allez-vous aider? Bien sûr. Il se tourna vers Jennifer. Écoute-moi attentivement, Jennifer. Nous ferons tout ce qui est nécessaire, mais s'il te plaît, reste dans la pièce avec le bébé pour que nous n'ayons pas à nous soucier de toi au moins. Seulement si nous n'avons pas besoin d'être distraits, nous pourrons aider tes proches. C'est compris? Jennifer hocha la tête. Carter se précipita hors de la pièce en disant en chemin. Miranda, viens avec moi. David les suivit. Le mari de Jennifer n'était pas gravement blessé. Après un examen rapide, il s'avéra qu'il avait quelques fractures et quelques coupures nécessitant des points de suture. Miranda mena David et Donald dans la salle d'examen, où David s'occupa de lui. Il ne savait pas ce qui se passait avec la femme parce que Carter et le médecin de l'ambulance l'avaient emmené en urgence quelque part dans le couloir. Donald, grimaçant de douleur, demanda. « Dis-moi, comment va ma femme? Est-elle ici? Elle a accouché dans le train. Ne t'inquiète pas, Jennifer va bien. Je vais te soigner maintenant, et ensuite tu pourras lui parler. » Non, je ne veux pas y aller. David regarda le jeune homme, surpris. Pourquoi?
Que vais-je lui dire? J'ai tué ta mère? La mère de ma femme était avec moi. Qui sait ce qui s'est passé avec le volant? Soudain, il est devenu libre de tourner, et il n'y avait aucune réponse des roues. Mais la mère de Jennifer est en vie. Pourquoi voudrais-tu l'enterrer prématurément? Elle était gravement blessée. Je l'ai vue. Miranda entra dans la pièce. David, Carter te demande de venir d'urgence, et je vais finir ici. Le panneau « Salle d'opération » est tout au bout du couloir. Donald gémit de peur, et David se précipita dans le couloir. Carter était en train de mettre en place une perfusion pour la femme. David, je ne sais pas quoi faire. Les blessures sont principalement à l'abdomen. Il y a des saignements massifs, mais ce n'est pas le pire. Quelque chose est endommagé, elle continue de perdre du sang. J'ai contacté l'hôpital de la ville. Ils envoient une ambulance avec du sang, et un chirurgien avec une équipe les accompagne. Mais même s'ils arrivent à temps, ce que je doute fortement, nous ne pouvons toujours pas la transporter. Elle mourra en chemin. Quelles sont vos réflexions? Je n'ai pas de réflexion. Il y a 10 ou 15 ans, j'aurais dit que nous devions opérer. Pas d'installation? Oui. Mais c'est la vie d'une personne. Maintenant, je comprends parfaitement qu'à moins d'avoir l'équipement nécessaire, nous ne pourrons rien faire. David commença à examiner la femme. Docteur Carter. Je pense que nous devrions essayer. Et puis il fit une pause. Il regarda le visage de la femme. Samantha. Jennifer. Le bébé avec la tache de naissance. Non, cela ne pouvait pas être. Ce n'était pas possible. David, ça va? Quelque chose a cliqué dans l'esprit de David, et tout s'est mis en place. Samantha, Jennifer, le bébé. Non, ce n'est pas possible. Docteur Carter, les connaissez-vous? Et puis, quelque chose a claqué dans l'esprit de David, et tout s'est mis en place. Il regarda le docteur Carter, stupéfait. Docteur Carter, les connaissez-vous? Ça va, David? Il regarda Carter avec des yeux sauvages. A-t-il quelqu'un d'autre que nous pouvons appeler à l'aide? Notre infirmière est déjà âgée, mais elle a travaillé comme infirmière en salle d'opération pendant de nombreuses années. Miranda. Peu expérimentée, mais elle réfléchit bien, et il y a 2 autres infirmières qui travaillent ici aussi. Appelez tout le monde, préparons-nous pour l'opération. Carter resta un moment à regarder David. Es-tu sûr? Oui, nous devons trouver la source du saignement. Plus tard, peut-être qu'ils arriveront de la ville. Carter se précipita hors du bureau. Sa voix résonnait dans le couloir. Miranda, rassemblez tout le monde rapidement, de toute urgence. Nous allons procéder à une intervention chirurgicale. David se leva et regarda Samantha. Combien d'années s'étaient écoulées? Plus de 20. Le visage de Samantha était pâle, mais il pouvait encore voir que les années ne l'avaient guère changé. Carter revint, et David partit se changer. Dans le couloir, il rencontra une Jennifer effrayée. Dis-moi, comment va ma mère? Il regarda la fille, puis prit sa main. Je ne vais pas te mentir. C'est très grave. Une voiture arrive de la ville, mais il pourrait tout simplement ne pas arriver à temps. Donald s'approcha d'eux dans le couloir. Jennifer. Elle se retourna et se précipita dans ses bras. Donald, fais quelque chose. Je t'en prie. Il caressa ses cheveux et regarda silencieusement David. Samantha a du sang de type A positif. Nous avons besoin de sang. J'ai du sang de type A positif. Donald leva la main, comme à l'école. Tu peux t'en occuper? Je peux m'occuper de tout, sauf la juste. Jennifer éclata en larmes, puis leva les yeux vers David. Comment sais-tu quel est le groupe sanguin de ma mère? Donald le regarda aussi. Et comment sais-tu son nom? Je n'ai rien dit, et les documents sont encore dans la voiture. David soupira. Nous nous connaissions autrefois. Jennifer s'arrêta soudain de pleurer. Il y a combien d'années? Il y a longtemps, il y a plus de 20 ans. Jennifer, je répondrai certainement à toutes tes questions,
mais plus tard. Donald, viens avec moi. Carter avait l'air un peu pâle. J'ai parlé avec des collègues de la région. Ils resteront en contact et apporteront de l'aide si nécessaire. Excellent. Commençons. Environ 5 minutes après le début de l'opération, 2 autres filles se joignirent à eux. Martha avait déjà installé les instruments. David n'aurait pas reconnu la vieille femme au visage concentré comme la grand-mère presque qu'il avait saluée. 1 heure et demie plus tard, ils se sont éloignés de la table. Carter regarda tout le monde. Merci, collègues. Ce que nous avons accompli aujourd'hui est un véritable miracle. Maintenant, nous ne pouvons que patienter. David sortit dans le couloir. Il savait qu'il devait aller parler à Jennifer. Donald fut conduit dans sa chambre. La conversation ne serait probablement pas agréable, mais elle était inévitable. Il retira sa calotte chirurgicale, poussa la porte de la chambre. Jennifer se leva immédiatement. « Maman ? Est-ce que maman est en vie ? Je pense que tout ira bien maintenant. Les collègues de la ville arriveront bientôt. » À côté de Donald sur le lit se trouvait un bébé. L'homme le regarda avec tendresse, à peine en train de cligner des yeux. Cependant, lorsqu'il entendit David, il se releva sur son coude. « Merci, docteur. Mais je n'étais pas seul. Carter est tout simplement incroyable. Je suis étonné de voir tout ce qu'une seule personne peut accomplir. En ville, il y a un médecin spécialisé dans les estomacs, mais il n'accepterait jamais de traiter un rhume. » Il s'assit sur le lit. Jennifer le regarda, incapable de détourner son regard. « Est-ce tout ce que tu voulais nous dire ? » Il hocha la tête, puis regarda Jennifer. « Jennifer, quel est ton groupe sanguin ? Type A négatif ? » « Oui, comment le sais-tu ? » ?»« J'ai le même groupe sanguin. » Elle s'assit à côté de lui, regardant perplexe ses mains, puis son mari. Donald s'assit aussi. « Est-ce que je comprends bien que tu vas nous dire maintenant que Jennifer est ta fille ? » Jennifer poussa un cri effrayé, et David haussa les épaules. « Apparemment, oui. Honnêtement, je n'en savais pas plus. Diverses pensées me sont venues quand j'ai accepté ton fils. Il a la même tache de naissance que tous les hommes de notre famille. Mais je n'ai même pas pensé dans cette direction. J'avais l'intention de savoir par qui cette tache était passée, par Jennifer ou par Donald, et ensuite j'ai vu Samantha. » Jennifer se leva. « J'ai toujours su que mon père était Peter. Je ne pense pas que tu aies raison. C'est juste une coïncidence. Maman va se réveiller, et tout sera éclairci. Regarde, vois par toi-même. » Donald tourna soigneusement le bébé. Ce n'était pas très pratique avec une seule main, alors Jennifer se précipita pour l'aider. « Est-ce que c'est ça ? » Il montra une tache de naissance de forme très inhabituelle. David déboutonna silencieusement sa chemise et montra exactement la même, seulement plus grande. Jennifer s'effondra sur le lit, épuisée. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Papa m'aimait. Je n'aurais jamais pensé. » « Aimait ? » Elle leva les yeux vers David. « Papa est mort quand j'avais 15 ans. » Un silence pesait dans la pièce. David se leva. Il sentit à quel point il était fatigué. Il n'avait simplement plus de force. Il y avait du bruit dans le couloir. Il poussa un soupir de soulagement. De l'aide est arrivée. Samantha reprit connaissance dans la voiture. Il fut décidé de l'emmener le matin. Une autre voiture devait venir chercher Donald, Jennifer et le bébé. David décida de partir avec Samantha. Il ne décida pas immédiatement, c'est après que Jennifer a demandé. « Tu ne quitteras pas maman maintenant, n'est-ce pas ? Tu l'as sauvée. Reste à ses côtés, au moins jusqu'à ce qu'elle soit en sécurité. » « Bien sûr, ne t'inquiète pas, Jennifer. Je resterai à ses côtés. » Dans un élan d'émotion, il serra la jeune fille contre lui. Des larmes lui montèrent aux yeux. Ce n'est que maintenant qu'il réalisa soudainement qu'il avait une fille, un petit-fils, mais pas de famille. Il n'était nécessaire de personne. Ils étaient tous les trois, battus, affaiblis, malades, mais ensemble. Et lui, il était toujours seul. Samantha regarda autour d'elle d'un regard vague,
puis posa les yeux sur lui. « C'est toi ?» Il entendit à peine ce qu'elle disait. Il voulait répondre, mais Samantha referma les yeux. Weirton les accueillit sous la pluie. David pensa que, en principe, ils avaient échangé un problème contre un autre. Autant qu'ils s'en souviennent, le système médical était également insuffisant ici. Mais la voiture roulait dans une rue inconnue et s'arrêta enfin devant un magnifique bâtiment neuf. Les portes s'ouvrirent. « Madame Samantha, que se passe-t-il » David observa avec surprise presque tout le personnel du nouvel hôpital s'agiter autour de Samantha. Il s'approcha du chauffeur. « On dirait que tout le monde la connaît ici. » Le chauffeur sourit. « Comment pourrait-il ne pas la connaître si c'est la directrice de l'hôpital » La directrice de l'hôpital ? Oui, c'est ça. Et elle s'est battue contre l'administration pour cet hôpital. Le bâtiment devait devenir un nouveau refuge pour les fonctionnaires. Mais elle a réussi. Sa fille s'est impliquée, elle est journaliste ou quelque chose du genre à la télévision. Alors, après les reportages, les autorités ont commencé à affluer ici. Ils ont remis le bâtiment et ont apporté tout l'équipement nécessaire. Personne ne savait immédiatement que Madame Samantha était blessée. Ils l'auraient portée sur leurs mains. Étrange, Jennifer n'a rien dit sur le fait que sa mère est la directrice de l'hôpital. Peut-être que les choses se seraient passées plus rapidement ? Madame Samantha n'utilise jamais sa position et interdit à tout le monde d'en faire autant. Elle dit que lorsqu'une personne devient patiente, elle est simplement malade, pas un patron ou un concierge. David se sentit désemparé et abattu. La vie est une chose intéressante. Elle aime mettre les gens dans des situations difficiles. Prenez, par exemple, lui-même il y a de nombreuses années. Il avait commis un acte vil et méprisable, mais c'est pourquoi la vie l'avait fait. Oui, il aurait dû partir seul, car il avait parfaitement compris que Samantha deviendrait un fardeau pour lui. Et s'il voulait accomplir quelque chose ? Il rit amèrement. Accomplir ? À son âge, il était retourné là où il avait commencé. Il s'avère qu'il n'est pas nécessaire dans cet hôpital, car ils s'occuperont de Samantha comme d'une reine. Alors, qui a besoin de lui alors ? La réponse était évidente, personne. Il était absolument inutile pour quiconque. Il était sûr que Jennifer ne voulait pas particulièrement le voir non plus. Il décida de prendre une chambre d'hôtel, de se reposer, de prendre une douche, puis de dire au revoir à tout le monde et de partir. Où aller ? Probablement à Washington. Il devait régler la question du divorce. Il devait trouver une solution pour leur logement. David était convaincu que Gloria ne laisserait pas facilement partir un seul mètre carré de leur propriété. Eh bien, il se battrait, d'autant plus qu'il avait maintenant quelqu'un pour qui se battre. Le lendemain, il apprit que Jennifer sortirait après le déjeuner. Donald l'appela. « David, je ne sais pas comment ça se passera entre toi et Jennifer, mais notre fils est né grâce à toi. Alors si tu veux, viens à la maternité locale à 14 heures. » Merci, Donald. J'y serai certainement. Peux-tu me dire où je peux trouver un magasin pour bébés de qualité en ville ? Dans le centre commercial de la rue Green. J'y serai certainement. Donald ajouta, et une chose de plus, Jennifer est gentille et juste. Ne pense pas qu'elle te détestera. Merci, Donald. Jennifer a beaucoup de chance de t'avoir. Il s'habilla, appela un taxi et se précipita vers le magasin de bébés. Il réfléchit longuement à ce qu'il devait acheter, puis décida finalement d'acheter une poussette. Il n'avait aucune idée s'ils en avaient déjà une ou non, mais il décida que ce serait bien d'en avoir deux, au cas où. Jennifer l'accueillit avec un sourire. « Bonjour, je ne savais pas que tu viendrais. Comment pourrais-je ne pas venir ?» David tendit des fleurs à Jennifer et jeta un coup d'œil dans le berceau. « Puis-je le prendre, aider un peu ?» Donald a dit que son bras était fatigué. Bien sûr. Il avait tenu d'innombrables petits-enfants dans ses bras, des milliers, peut-être même plus. Mais maintenant, en tenant ce petit paquet vivant dans ses bras, il avait l'impression de pleurer. Il réussit toutefois à retenir ses larmes, du moins un court moment. Nous avons discuté avec mon mari et décidé de nommer notre fils David. Si ce n'était pas pour toi.
Je ne pouvais plus retenir mes larmes, peut-être que c'est la vieillesse. Il a escorté les parents heureux chez eux et s'est dirigé vers l'hôpital pour voir Samantha. Il ne savait pas ce qu'il allait dire, mais il comprenait que les choses ne pouvaient plus continuer comme avant. Samantha aurait tout à fait raison de l'envoyer complètement et d'interdire à Jennifer d'avoir le moindre contact avec lui. Eh bien, dans ce cas, il partirait, mais il aiderait toujours son petit-fils et sa fille. La fille qui l'accompagnait jusqu'à la chambre s'arrêta soudain. « C'est vous qui l'avez sauvé, n'est-ce pas ? » « Non. Nous l'avons tous fait ensemble. Tous ceux qui travaillent à l'hôpital de cette ville. » Samantha tourna immédiatement la tête, ses yeux s'écarquillèrent. David ferma immédiatement la porte de la chambre, s'approcha et s'assit sur une chaise. « Bonjour, Samantha. »« Bonjour, David. Donc tu n'étais pas qu'un rêve. Tu es le médecin de la capitale qui m'a sauvé. Je suppose que je devrais te remercier ? Pas besoin. C'est le moins que je pouvais faire pour toi. Samantha, pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Me dire quoi ? Je ne comprends pas. Tu ne m'as pas parlé de Jennifer. Alors tu as compris. Eh bien, ce n'était pas difficile, étant donné que j'ai accouché de l'enfant et que j'ai immédiatement remarqué la tache de naissance sur l'enfant. Alors voilà. J'ai voulu te le dire, j'y ai longtemps réfléchi, incertaine de savoir si tu avais besoin de cette information. Mais ensuite, j'ai décidé que tu avais le droit de savoir. Je suis allée à Washington. Te trouver n'était pas difficile. Mais ce jour-là, tu avais un mariage. Je t'ai vu, je suis restée un moment, puis je suis partie, décidant de t'oublier à jamais. Peter m'attendait ici. Je lui ai tout raconté, et il n'a dit qu'une chose, dommage que je ne t'ai pas tué ou achevé à l'époque. David sourit. C'est vraiment dommage. Et maintenant ? Rien. Rien n'a changé. Jennifer considère Peter comme son père. Laissons les choses telles qu'elles sont. Jennifer sait tout. Je lui ai tout dit. Samantha ferma les yeux. Pourquoi ? Tu repartiras pour Washington. Pourquoi tout ressasser maintenant ? David se leva et se dirigea vers la fenêtre. Et pourquoi as-tu supposé que je partirais ? Il n'y a plus rien qui me retienne là-bas. Je suis en train de divorcer et je n'ai plus de travail là-bas. Je travaillais dans la clinique de mon beau-père, alors tout s'enchaîne. J'aurais dû rester à l'époque. Mais peut-être n'est-il pas trop tard maintenant ? Elle le regarda attentivement. Tu plaisantes ? Non, pas de plaisanterie. Pendant ces quelques jours où je suis ici, j'ai compris beaucoup de choses. À l'époque, j'ai tout laissé derrière moi, je suis partie à la recherche d'une vie meilleure, en te laissant seule. Et quel est le résultat ? Maintenant, je n'ai plus rien, plus de statut, plus de respect, plus de famille. Tu es resté, et maintenant n'importe qui dans cette ville prononce ton nom avec une certaine révérence. Tu as une fille, et maintenant un petit-fils aussi. Tu as tout. Je ne t'envie pas. Je veux dire par là que tout est correct. Tu mérites tout cela. Et moi, j'ai reçu ce que je méritais. Samantha resta silencieuse. Il resta là un moment, puis se dirigea vers la porte. D'accord, pardonne-moi. Bien sûr, tu as raison. Tu ne veux pas que je te dérange, et tu as absolument raison. D'accord, je n'ai pas aidé, je ne l'ai pas élevée, et soudain j'ai une fille adulte. Ce serait trop facile. Je partirai demain. Je suis désolé. Il tendit la main vers la poignée de la porte et entendit. J'ai un poste à l'hôpital en tant que responsable du service de maternité. Le responsable actuel attend avec impatience sa retraite depuis 1 an, et je n'ai personne pour le remplacer. Il resta figé, puis se retourna. Samantha, es-tu sûre de ne pas regretter ton offre ? Elle sourit faiblement. Bien sûr, je le regretterai. David commença son travail avec enthousiasme. Initialement, pendant qu'il réglait toutes les questions de partage de biens, on lui attribua un petit appartement près de l'hôpital. Le loyer en était minime. Bien que l'appartement fût minuscule, il était plutôt convenable à l'intérieur. Dès le premier jour, il contacta une connaissance, un avocat à Washington, et lui demanda d'entamer le processus de divorce.
Ta femme a-t-elle déjà travaillé? Non. Je comprends où tu veux en venir. Nous diviserons tout équitablement. Mais tu devrais lui proposer de racheter ma part, car je n'ai aucune intention de revenir. Je vois. Alors, où réside maintenant le meilleur médecin? David rit. Là où papa chéri m'a constamment envoyé. Au département, tout le monde le regardait avec une curiosité malsaine. Il savait parfaitement pourquoi. Non seulement il n'était pas un habitant du coin, venant de la capitale, mais il s'était avéré qu'il était familiarisé avec leur directrice médicale. Et cela était déjà intéressant, compte tenu de leur âge presque identique. David rendait visite à Samantha tous les jours sous prétexte de discuter de questions professionnelles. Ils savaient tous les deux que le travail n'avait rien à voir avec cela, mais ils s'efforçaient délibérément de faire semblant. Après chaque garde, David passait également voir Jennifer. Elle se réjouissait vraiment de sa présence, tandis que Donald souriait content et disait que dès que sa main serait guérie, il emmènerait David à la pêche. Tout se passait bien, mais il y avait toujours un sentiment d'affaires inachevé dans l'air. Quand Samantha serait autorisée à sortir, tout rentrerait dans l'ordre. Mais il ne pensait pas qu'il pourrait continuer à communiquer ainsi. Chaque jour qui passait, il réalisait une chose de plus en plus clairement: toutes ces années pouvaient être considérées comme perdues, et seul le temps passé avec Samantha était vif et en quelque sorte réel. Un mois s'était écoulé, et Samantha sortit enfin de l'hôpital sur ses propres pieds, en prenant une profonde inspiration. Oh mon Dieu, ça fait tellement de bien! Je n'ai jamais compris pourquoi les patients n'aimaient pas être à l'hôpital. Maintenant, je comprends. David se tenait légèrement à l'écart. Il ne voulait pas s'imposer. Jennifer prit sa mère dans ses bras et la conduisit jusqu'à la voiture. Il soupira. Quelle joie d'avoir quelqu'un à serrer dans ses bras comme ça. David commença à marcher vers l'hôpital, mais alors il entendit: Papa, tu ne viens pas avec nous? Il se figea. Entendre ces mots. Lentement, il se retourna. Non, il n'y avait pas d'erreur. Mis à part eux, il n'y avait presque personne d'autre dans la rue. Jennifer le regarda et sourit. Allons-y. J'ai mis la table. Maman veille sur David, alors nous devons nous dépêcher, sinon notre fils fera des caprices. J'y suis. Il jeta un coup d'œil à Samantha. Si elle était malheureuse, il déclinerait. Il ne voulait pas lui causer de désagréments. Mais Samantha le regarda calmement, même avec une pointe de tendresse. Bien sûr, je viens. Je pensais seulement que tu voulais être avec ta famille. Il se précipita vers eux. David? L'homme trébucha même. Cette voix désagréable et aiguë n'appartenait qu'à une personne. Gloria? Alors, tu ne m'as pas oublié après tout? Elle referma bruyamment la porte de la voiture de luxe et se dirigea vers eux. David, assez de folie. Nous nous sommes tous un peu emballés, toi et papa. Mais avoue que c'était toi qui avais tort. Papa est prêt à te reprendre si tu t'excuses pour tes paroles. Il vit le changement sur le visage de Samantha. Elle toussa. Bon, nous ne vous dérangerons pas alors. Samantha se dirigea vers la voiture. Jennifer hésita un instant et suivit sa mère. David se tourna vers Gloria. Pourquoi es-tu venue? Je ne comprends pas, nous avons déjà réglé tout ça, non? J'ai réalisé ton souhait et je suis revenue là où tu penses que je devrais être. David, ça suffit. Es-tu vraiment prêt à sacrifier une vie normale pour tout ça? Gloria fit un geste vague de la main, et soudain David se calma. Il jeta un coup d'œil à la voiture de Donald, qui n'était pas cachée de la vue de Gloria. Je ne comprends pas, as-tu déjà trouvé une fille du coin? Elle éclata de rire. Eh bien, tu m'as surpris. Je pensais que tu étais incapable de quoi que ce soit. Et te voilà, toujours capable de séduire quelqu'un. Alors, tu es prêt à tout abandonner pour une femme du village? Il s'approcha de Gloria de près. Tu es arrivée juste à temps. Non, vraiment. Si je ne t'avais pas regardé à nouveau, si je n'avais pas prêté attention à ton comportement, je n'aurais pas réalisé à quel point ma vie a été insignifiante. Dis-moi, Gloria, tu vis pourquoi? Tu n'apportes rien de bon à personne. Tu ne laisseras aucune trace derrière toi.
Tu es ce genre de personne, Gloria, juste un parasite. La femme en fut même étranglée d'indignation. Qui te crois-tu? Même mon père ne te laissera pas travailler ici. David rit. Ne t'étouffe pas de colère, je t'en prie. Il courut presque le long du trottoir. Il savait exactement ce qu'il devait faire. Quelque part à proximité, il aperçut une petite boutique, exactement ce qu'il lui fallait en ce moment. Samantha était assise à table, jouant avec sa nourriture. « Maman, tu ne manges rien. »« Je n'en ai pas envie, ma chérie. » Elle n'avait vraiment pas envie de manger. La seule chose qu'elle voulait en ce moment, c'était se blottir dans un oreiller et pleurer. Comment avait-elle réussi à tomber amoureuse de quelqu'un qui la traitait de cette manière? Son cerveau essayait de lui dire qu'elle ne l'avait probablement jamais vraiment cessé de l'aimer, mais Samantha ne voulait pas écouter ses pensées. Donald se leva. « Je n'y crois pas. Je n'y crois pas du tout. Regardez, il ne viendra pas avec elle. Je ne le connais pas si bien que ça, mais il m'a semblé être un type décent. » Samantha esquissa un sourire. « Donald, tu insinues quelque chose? » « Rien. Tu penses, mademoiselle Samantha, que nous ne voyons rien, que nous ne comprenons rien? Pourquoi les as-tu laissés là-bas? Nous aurions pu attendre. Maintenant ils pensent que nous l'avons tous abandonné et qu'il n'est utile à personne ici. » Jennifer regarda sa mère. Elle pensait la même chose, mais elle ne le dit pas. Samantha soupira. Le plus important est de savoir s'il a besoin de nous. Et c'est à lui seul de décider. Ni sa femme ni nous ne pouvons l'aider avec cela. Elle se leva. Je vais aller m'allonger, je suis fatiguée. Samantha n'eut pas le temps d'atteindre la pièce. Quelqu'un sonna à la porte. Qui cela peut-il être? Donald, est-ce que c'est pour toi? Donald haussa les épaules. Qui pouvait venir ici? Ils vivaient dans une autre ville, et tous leurs amis étaient là-bas. Il ouvrit la porte et sourit largement. Je savais que tu viendrais. Où est Samantha? Elle est dans la chambre. David était presque caché derrière un énorme bouquet de roses. Il retira rapidement sa veste et se dirigea vers la chambre. Donald le suivit. Samantha le regarda avec surprise. Il lui tendit les fleurs. Prise par surprise, elle prit le bouquet. Puis il s'agenouilla et présenta à Samantha une petite boîte contenant une bague. Samantha, j'aurais dû faire ça il y a de nombreuses années, mais j'ai été lâche. J'ai agi comme un idiot, pas comme un homme. Je te demande, si tu le peux, s'il te plaît, pardonne-moi. Si tu ne le peux pas, je suis prêt à accepter tes reproches pour le reste de ma vie, mais je t'en prie, épouse-moi. Je ne suis pas encore officiellement divorcée, mais c'est une question de temps. Je ne peux pas vivre sans toi. J'ai compris que seuls les moments que nous avons passés ensemble avaient le moindre sens. Samantha regarda David, à la fois perplexe et surprise. Elle savait qu'il ressentait quelque chose pour elle, mais faire une proposition si directe, sans hésitation. Eh bien, maman, ça suffit, non. On voit bien que tu l'aimes. Jennifer n'a pas pu se retenir. Et pour confirmer ses paroles, le petit David, que Donald tenait dans ses bras, laissa échapper un grand gazouillement qui ressemblait à un « oui » distinct. Ils éclatèrent tous de rire. David mit un peu plus de temps pour se joindre à la fête, 1 minute plus tard. Samantha, essuyant des larmes qui avaient jailli, que ce soit de rire ou d'autre chose, dit: « Lavons la vaisselle un par un. » David sourit. « Je suis prêt à assumer cette responsabilité pleinement. » Samantha répondit immédiatement. « Souviens-toi juste que personne ne t'a forcé à dire ça. » Il rit et parvint enfin à embrasser Samantha. Il pouvait sentir son cœur battre, ou peut-être que c'était le sien qui battait. Mais quelle différence cela faisait-il? Il battait de toute façon à l'unisson.